Par cet amendement, nous souhaitons proposer que le Conseil commun de la fonction publique et les conseils supérieurs des fonctions publiques de l'État territorial et hospitalière soient aussi consultés sur les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale ainsi que les projets de loi rectificatifs. Il nous semble que ces conseils regroupent en effet des experts et expertes de ces trois fonctions publiques qui doivent d'ores et déjà statuer sur les conditions d'exercice des fonctionnaires et agents publics dans leur mission de service. Ils doivent donc nécessairement connaître et pouvoir donner leur avis sur les moyens qui sont effectivement alloués, humains et financiers, pour réaliser ces mêmes missions. Or, avec les politiques de réduction austéritaire de ces moyens, de la RGPP, passant par la MAP, l'Action publique 2022, qui affectent les conditions de travail et d'exercice du service public, à travers les PLF et les PLFSS qui déterminent ces grandes masses d'emplois et les budgets affectés, leur point de vue permettrait peut-être d'éclairer le débat parlementaire et donc nous semble important qu'il joue une part plus importante dans ce dialogue. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, je rappelle que les conseils supérieurs et le conseil commun ont compétence pour connaître de tout projet de loi dérogeant ou modifiant les lois statutaires, tout projet d'ordonnance ou de décret qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels. Outre l'alourdissement du processus de consultation que générerait cette expérimentation, je ne vois pas réellement la plus-value qui en résulterait, étant donné que les conseils sont déjà compétents sur les projets qui concernent leur versant. Avis défavorable. Je vous remercie. Madame Obono. Oui, et écoutez, nous pensons que ça concerne directement les conditions de travail et la capacité à assurer les missions de service public, de savoir si dans un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, on va retirer tant de moyens à tel budget ou flécher telle dépense selon une vision comptable ou sur une vision qui défend l'intérêt général. Donc ce n'est pas simplement une question technique de statut, mais de permettre l'exercice du service public par des fonctionnaires qui sont les premiers et les premières à connaître comment fonctionnent les services et à être, y compris les réceptacles des interventions du public sur la réalité du service qui est rendu. Et donc, il nous semble que cet amendement est tout à fait pertinent. Et ça me semble également contradictoire avec la démarche que semble vouloir entamer le président de la République et qu'il a relayé auprès de ses ministres, d'être beaucoup plus à l'écoute, y compris des fonctionnaires. Et voilà, ça vous permettrait peut-être de prendre de l'avance sur ces demandes-là en intégrant l'idée que les conseils doivent jouer une part plus importante dans le débat parlementaire pour que ce soit plus représentatif, blablabla. Donc voilà pourquoi nous maintenons cet amendement. D'un amendement qui propose que les 4 conseils, Conseil commun de la fonction publique et les 3 conseils supérieurs des fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières soient composés à parité de femmes et d'hommes. De notre point de vue, les compositions actuelles sont toujours marquées un déséquilibre, tant dans les membres permanents et permanentes que dans les suppléants et suppléantes. Et voilà, il me semble que c'est une mesure qui permettrait d'avancer très concrètement dans le sens de la parité, y compris au sein des instances de la fonction publique. Nous considérons que les dispositions de cet article qui prévoit de créer une instance unique nommée comité social, issu de la fusion des comités techniques, des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail actuelles, qui prévoit la diminution du nombre des formations spécialisées, par exemple pour les CHSCT, l'augmentation de leur seuil de création en passant de 50 à 300 agents pour la fonction publique territoriale et de 50 à un chiffre défini par décret, que nous ne saurons pas, qui prévoit la dégradation et la limitation de leurs compétences par rapport à l'existant, en particulier pour les formations spécialisées qui ne pourraient plus être compétentes sur les projets de réorganisation des services. Toutes ces mesures qui participent de la dégradation des conditions de travail, du code du travail et de la représentation des salariés dans la lignée de la case commencée avec les ordonnances de 2017. Nous semble que ça va encore plus dans le mauvais sens et donc voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Un amendement qui propose de renforcer la parité dans les élections professionnelles.
pour éviter qu'un genre soit sous-représenté, notamment en étant positionné dans des places non éligibles. Et nous proposons donc de poser un principe d'alternance dans la liste des candidatures. En effet, en état actuel du droit, les listes de candidats aux élections présidentielles professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée. Et si ceci a pu relativement renforcer la parité dans les dernières élections de novembre-décembre 2018, nous pensons qu'il faut poursuivre cette logique en proposant donc qu'il puisse y avoir une alternance, une candidate femme, un candidat homme, etc. Voilà, pour aboutir à une meilleure représentation. Nous opposons à ce que les commissions administratives paritaires des 3 fonctions publiques soient réformées d'une manière qui voit leurs compétences régresser. Vous prévoyez la diminution des compétences concernant l'examen des décisions individuelles relatives aux carrières des fonctionnaires. Les CAP ne seraient plus consultés avant la prise de décision, mais uniquement comme instance consultative d'appel. Vous prévoyez également le passage de ces CAP par corps ou cadre d'emploi à des CAP par catégorie, ce qui conduit à une diminution du nombre d'expertises et de représentants syndicaux. Nous estimons qu'à travers cela, le gouvernement souhaite faciliter le pouvoir des gestionnaires en enlevant celui de contrôle des représentants du personnel, en leur retirant des compétences relatives à l'avancement, la mobilité et la mutation, alors même que ces décisions, souvent discrétionnaires, peuvent être l'objet de discrimination de toutes sortes. Le Conseil d'État a d'ailleurs explicitement pointé le risque d'un appauvrissement du dialogue social. De notre point de vue, votre intention de supprimer des emplois dans les CAP pour les redéployer dans des fonctions d'appui au projet d'évaluation professionnelle et de mobilité est claire. Ça signifie diminuer le contrôle par les représentants du personnel pour les remplacer par une fonction support. Les économies seraient de 40 000 € bruts par ministère. De notre point de vue, cette démarche boutiquière et comptable va amoindrir la démocratie sociale. Les CAP sont une garantie de protection pour les agents et nous souhaitons qu'il le reste, qu'il soit renforcé, ce qui va donc à l'encontre de ce que vous prévoyez. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Nous demandons également la suppression de cet article puisque nous nous opposons au remplacement des fonctionnaires par des contractuels au sein de la fonction publique. Derrière l'apparence louable d'une volonté d'égalité d'accès aux emplois publics par les contractuels, cet article, de notre point de vue, consacre un principe qui fait déjà partie de notre droit positif et y ajoute des dérogations soulevant un certain nombre d'incertitudes. Vous prévoyez une procédure de recrutement pour des contractuels sur des emplois permanents qui permet de garantir l'accès aux emplois publics dans les 3 versants de la fonction publique, mais les modalités de cette procédure définies par décret en Conseil d'État peuvent être adaptées, je cite, au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l'établissement. Nous estimons qu'il s'agit d'un article qui va consacrer le mouvement de contractualisation de la fonction publique en venant détailler la procédure de recrutement des agents contractuels, ce qui participe, de notre point de vue, d'un alignement du public sur le privé et une atteinte au service public dont la neutralité est menacée. Vous prétendez défendre le principe d'égalité d'accès avec un flou total sur les modalités de recrutement et les éventuelles dérogations. De plus, seuls les emplois à la discrétion du gouvernement pourront ne pas faire l'objet d'une telle procédure de recrutement, ce qui nous mène droit à un certain nombre de problèmes en termes de risque de népotisme, de conflit d'intérêts, pour des postes de haute fonction qui constituent, y compris aujourd'hui dans le débat public, un enjeu pour un grand nombre de concitoyens et concitoyennes, en plus des éléments sur la défense du statut, non pour le statut lui-même, mais pour les garanties et les protections à la fois pour les agents, mais pour la nature aussi du service rendu. Nous demandons donc la suppression de cet article. Amendement de suppression de l'article dans la continuité de ce que nous avons déjà défendu précédemment. Nous nous opposons à l'extension du recours aux contractuels dans la fonction publique d'État qui remet en cause le statut et les garanties pour l'intérêt général des fonctionnaires. Votre article tend à étendre ce recours sur tous les emplois permanents des établissements publics, excepté dans le domaine de recherche, et sur les emplois de toute catégorie, et non plus la seule catégorie A, lorsque la nature des fonctions, les besoins des services le justifient.
C'est un article qui aligne ainsi les dispositions relatives aux contractuels des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes sur celles de la fonction publique d'État. Il précarise encore plus les contractuels et donc nous demandons sa suppression. Il s'agit là d'un amendement qui s'oppose à l'extension du recours des contractuels dans la fonction publique territoriale, puisque ça remet en cause le statut et ça précarise toujours plus les contractuels, avec la possibilité de dérogation pour les collectivités qui pourront recruter des contractuels sur des postes de catégorie B dans les mêmes conditions actuelles que pour les catégories A, alors que ces postes sont actuellement réservés pour des fonctionnaires. L'ouverture à la contractualisation de tous les emplois permanents des communes et groupements de communes de moins de 1000 habitants et à tous les emplois à temps non complet inférieurs à 50% aux collectivités territoriales et l'autorisation donnée aux centres de gestion de recruter des contractuels et les mettre à disposition des collectivités. Nous estimons que cet article constitue une généralisation des dérogations à l'emploi de fonctionnaires qui menace ce statut en promouvant le recours aux contrats, en particulier des contrats précaires. Rappelons que selon le rapport annuel sur l'état de la fonction publique de 2018, 3/5 des contractuels sont en CDD et 72% de ces CDD sont d'une durée inférieure à 1 an. Rappelons également que le Conseil d'État estime que l'étude d'impact est insuffisante sur ce point. Aucune donnée chiffrée sur le nombre de fonctionnaires en attente d'affectation ou sur l'impact d'une hausse des contractuels et la coexistence des deux catégories d'agents, considérant 18 de l'avis du Conseil d'État, n'est faite. Voilà pourquoi, entre autres, nous nous opposons à cet article et nous demandons sa suppression. D'une demande de rapport afin de faire un point sur la précarité actuelle des agents et agents contractuels dans la fonction publique. Nous demandons notamment une étude sur les conséquences économiques, sociales, physiques et psychologiques pour les personnes concernées d'une absence de titularisation ou de recours à des contrats, tant précaires tels le CDD que le CDI. Une étude des effets sur le fonctionnement des services et sur la qualité effective du service public rendu aux usagers et aux usagères par le recours actuel par le biais de ces contrats précaires, ainsi qu'un chiffrage budgétaire relatif à une titularisation de tous les agents contractuels. En l'état de nos recherches, nous n'avons trouvé aucun bilan effectué quant aux effets délétères qui sont pourtant relevés par de nombreux agents et organisations syndicales sur la situation des personnes recrutées en tant que contractuelles, ainsi que sur l'ensemble du fonctionnement des services. Voilà pourquoi nous soumettons cette demande de rapport sur le sujet. Là, il s'agit de prendre en compte le bilan de la loi dite Sauvadet, nous en parlions, dont les résultats ont été décevants en termes de déprécarisation des agents et agents contractuels, afin de prévoir un nouveau plan de titularisation qui atteindrait réellement les objectifs au regard justement des erreurs qui ont été commises. Nous nous opposons à ce que les nouvelles vagues de contractualisation que vous prévoyez rapprochent la fonction publique des méthodes du privé qui favorisent la précarité et remettent en cause les protections statutaires. Et nous estimons qu'il faut donc faire ce bilan de la loi Sauvadet, puisqu'il y a eu effectivement des faiblesses, pour justement adapter la réponse législative, encore une fois dans le sens de l'intérêt général et d'un service public plus adapté justement aux besoins en la matière. À l'extension des pouvoirs aux autorités compétentes de la fonction publique d'État en matière de mutation des fonctionnaires. Votre article supprime l'avis obligatoire des commissions administratives paritaires sur les mutations, octroie un nouveau pouvoir à l'autorité compétente de définir les durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois et impose à l'autorité compétente d'édicter, en respectant des priorités et après avis des comités sociaux, des lignes directrices fixant les orientations générales et les grandes priorités en matière de mobilité, promotion, valorisation des parcours. De notre point de vue, il s'agit d'une régression dans les droits des fonctionnaires de l'État, en renforçant les pouvoirs des gestionnaires centraux qui pourront procéder à des mutations sans même le simple avis consultatif persistant aujourd'hui des CAP, et ainsi imposer une durée d'occupation d'un emploi. Cela ouvre la voie à l'arbitraire et aux différents types de discrimination. Ce mouvement est d'autant plus conforté par le devoir des gestionnaires de mettre
de mettre au point des lignes directrices en matière de mobilité, de promotion, de valorisation des parcours, sans même inclure directement les agents dans l'élaboration. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article. Un amendement qui, je crois, dans le moment politique présent, participerait à, je veux dire, répondre à un certain nombre d'interrogations de nos concitoyens et concitoyennes. Il s'agit ici de défendre une meilleure égalité salariale également, en proposant de limiter les écarts de rémunération entre les plus élevés et les plus basses dans la fonction publique, en posant le principe que l'agent ou l'agent public le ou la mieux payée, rémunération totale incluant primes et indemnités, ne puisse l'être 10 fois plus que le fonctionnaire ou la fonctionnaire la moins payée. Rappelons que si actuellement les écarts semblent limités en ce qui concerne la part des traitements de fonctionnaires, avec les indemnités et les primes, une incertitude existe quant à l'amplitude réelle entre les personnes. Et nous proposons donc de nous inspirer des règles en vigueur dans l'économie sociale et solidaire, avec une échelle entre 1 et 10, ce qui nous semble pouvoir répondre, comme je le disais, y compris peut-être un certain nombre de fantasmes qui existent sur les rémunérations extravagantes de tel ou tel haut fonctionnaire, mais qui renvoie, je pense, à un souci de salubrité dans le débat public et y compris une forme d'incitation, c'est-à-dire de considérer que, y compris dans la fonction publique, si on considère que le travail fourni par le plus haut de la hiérarchie nécessite de très hauts salaires, ça devrait pouvoir être également le cas pour les plus bas niveaux de la hiérarchie, puisque rien n'est possible sans l'ensemble des fonctionnaires, quel que soit le niveau où on se situe. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Oui, je suis défavorable à cet amendement parce que je ne crois pas pertinent par principe la fixation d'un écart maximum de rémunération dans la fonction publique. Les salaires ne sont pas aussi extravagants que vous le laissez entendre et peut-être qu'un dispositif de transparence que nous pourrons intégrer à ce texte viendra vous rassurer sur ce point. Je crois que le véritable combat contre la précarité dans la fonction publique est plutôt autour de la prime de la précarité à l'échéance des CDD d'une durée égale ou inférieure à 1 an et de la lutte contre le recours abusif aux vacataires grâce aux dispositions de l'article 10. Avis défavorable. Madame Obono. Oui, Madame la rapporteure, je pense que vous avez mal compris mon explication et mal lu notre amendement, puisqu'il ne s'agit pas, dans cet exemple-là, en matière de fonction publique, mais de manière générale, puisque nous avons aussi cette proposition sur le secteur privé. Il ne s'agit pas de limiter le niveau de salaire maximal, non. Il s'agit d'instituer un écart maximal entre les rémunérations, c'est-à-dire qu'y compris si l'on veut augmenter les hauts salaires, on augmente automatiquement les plus petits. Donc vous voyez, on peut aller très très loin en considérant effectivement que dans un collectif de travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, quand on considère qu'il faut mieux rémunérer parce qu'on trouve que le travail a été bien fait, ce travail-là n'est pas possible sans l'ensemble des personnels, quel que soit à nouveau le niveau de rémunération. Il nous semble que c'est, y compris en termes incitatifs, plutôt positif. Deuxième point, là aussi vous avez mal entendu mon explication, il ne s'agissait pas justement de caricaturer sur les fantasmes, il s'agissait justement de répondre aux caricatures qui existent, qu'on a beaucoup entendues, y compris dans le débat, souvent mal placés, mais parfois qui révélaient, et je crois que d'ailleurs votre gouvernement et votre majorité ont joué un petit rôle là-dedans quand on pense par exemple aux révélations sur les salaires de Madame Joignon, par exemple, qui ont permis une forme de décrédibilisation de son opposition au grand débat. Donc voilà, tout ça, je crois, permettrait au contraire d'éviter les fantasmes et les caricatures sur des très 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 hauts fonctionnaires. Et participerait d'améliorer le débat public et la transparence au sein de la fonction publique. À la création, pour la fonction publique hospitalière, comme pour les autres, d'un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu qui pourrait être attribué à l'échelle des services. Nous estimons que les budgets des services étant globalisés, l'intéressement se fera probablement par un ajustement à la baisse des rémunérations et la prime serait ainsi fictive. Et puis il s'agit d'une culture de la mise en concurrence des services, de rentabilité financière importée du privé, qui est particulièrement problématique et dénoncée par des syndicats comme la CGT. Et puis dans le contexte actuel de mobilisation de fonctionnaires de l'hospitalier qui
revendique non seulement de meilleures conditions de travail, mais aussi notamment un dégel du point d'indice. Je pense que ce genre de mesures rajoute plutôt au sentiment de mépris de ce secteur que ce que vous avez peut-être l'intention, avec ce genre d'amendement, d'inciter à une émulation dans un secteur où on sait que ce n'est pas manque d'émulation, voire même d'abnégation que les fonctionnaires, dont les fonctionnaires font preuve. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cette... Non, Monsieur le ministre, nous ne sommes absolument pas convaincus par votre argumentation. Donc nous maintenons cet amendement de suppression de l'article, puisque nous refusons d'encourager, comme le fait cet article, le pantouflage dans le secteur privé, avec une diminution des compétences effectives de la commission de déontologie de la fonction publique. Rappelons qu'avec cet article, la saisine de la commission de déontologie qui prononce des avis contraignants n'est plus le principe, mais devient l'exception. Après 3 étapes, pour les cas de cessation de fonction et de recrutement de personnes extérieures envisageant ou ayant travaillé dans le privé. Cette commission voit ces cas d'autosaisine un peu élargis, certes, mais avec un problème qui reste entier. Elle dispose d'un délai de 3 mois pour le faire, mais comment peut-elle en être informée autrement que par des fuites par la presse ou des lanceurs d'alerte? Les déclarations d'intérêt circulent moins bien entre autorité hiérarchique de départ, d'arrivée et HATVP. Et le fait que seuls certains fonctionnaires seront désormais soumis à un avis de la commission lorsqu'ils créent ou reprennent une activité, une entreprise, alors que c'est le cas pour, c'était le cas pour tous avant. Tout cela participe de notre point de vue, non pas à renforcer, mais à amoindrir ce qui devrait être, encore une fois, dans le débat actuel politique et les exigences de transparence et d'exemplarité au niveau de l'État et de toutes ces institutions. Votre article va dans le sens contraire, facilitant le pantouflage partiel des fonctionnaires, limitant le contrôle de la commission de déontologie. Et tout cela va mécaniquement augmenter un certain nombre de conflits d'intérêts. On pourrait citer récemment la situation de l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. On pourrait développer les exemples à propos d'une certaine affaire qui date d'à peu près il y a un an autour d'un certain Alexandre B. Mais bon, on va s'arrêter là parce que je pense que l'argumentaire est suffisamment complet et donc la suppression de cet article nous semble évidente.